à toutes et tous. Tout d'abord, je remercie le comité de sélection d'avoir retenu ma proposition. Donc celle-ci s'intitule, comme ça a déjà été dit, L'inaperçu et l'altération filmique pour réfléchir le photographique et va articuler la notion d'inaperçu avec la nature du photographique. Photographique, ici, est un terme qui réunit en fait photographie, cinéma et vidéo, à savoir tout art se constituant à partir d'une captation et d'un enregistrement du réel. Donc pour ce faire, je vais partir du travail du vidéaste français Jacques Perconte, avec deux de ses œuvres, Arboré Davida réalisé en 2013 et L'écume du phare réalisé en 2016. Donc en effectuant différentes compressions, des compressions du fichier numérique à l'aide de logiciels permettant de créer des programmes qui engendreront ces déformations, Jacques Perconte génère de nouvelles images, des compressions d'ensemble de données vidéo, selon ses termes. Sa pratique matérialise une parfaite ouverture pour questionner la nature et les effets du photographique. Expérimentant dans le détail l'image numérique, via un travail minutieux sur la couleur et le mouvement, compris tous deux comme vecteurs de transformation, Perconte rappelle le brouillage naturel entre réalité et fiction, entre visible et invisible, intrinsèque au photographique. Les altérations générées sur dans l'image numérique réactivent une compréhension et une pensée de l'image en général, s'approchant de ses potentialités expressives plutôt que de son apparente vraisemblance et de sa soi-disant véracité. Ces vidéos invitent à conserver face à l'image une distance nécessaire et à saisir sa puissance en tant que productrice de réalités sensibles, subjectives, éphémères et aléatoires, nous rappelant que le visible se double toujours d'un invisible et le perçu d'un inaperçu. Oui, pour ne pas faire la différence qui a été faite tout à l'heure. Donc, pour expliciter ce potentiel expressif de l'image photographique, je m'appuierai sur les deux vidéos de Perconte, donc Arboré Davida et L'écume du phare, qui sont toutes deux accessibles via son site internet pour les curieux qui voudraient les voir. Donc, ces vidéos enregistrent en plan fixe des environnements naturels, respectivement un arbre dans une forêt pour l'une et la mer, la Manche pour l'autre. En plan plus ou moins rapproché, ces deux vidéos focalisent sur ces éléments naturels et nous les présentent dans une concentration et une attention exclusive. Le mode opératoire employé par Perconte pour la prise de vue apparaît assez minimaliste. Une caméra statique qui cadre un espace naturel, sans modification apparente. Ces prises de vue sont comprises comme autant d'échantillonnages prélevés dans le vivant, dans la nature. En n'intervenant pas ou à minima sur le flux du vivant capté, ce mode opératoire ouvre un espace et un temps cinématographique propres à ces fragments de nature. Il permet toute l'expression cinématographique de ce vivant, sa pleine présence et son existence à l'écran. Alors, on va démarrer. Je vais juste pas mettre trop fort. Donc voyons ça de plus près. Tout d'abord, Arboré Davida est une vidéo d'environ 10 minutes qui cadre en plan séquence fixe, en très longue focale et en haute définition, un bosquet dans une forêt, et plus particulièrement un arbre protagoniste, enfoui au centre de cette végétation foisonnante. La vidéo s'ouvre sur un monochrome vert qui laisse progressivement place au lieu enregistré, ce bosquet. Les altérations de l'image apparaissent dès le début de ce dévoilement progressif, donc en même temps que l'image gagne en distinction. Le contour des éléments présents s'affirme petit à petit, rapprochant l'image d'un rendu plus réaliste, du moins reconnaissable. On quitte en effet l'abstraction pure du monochrome initial. Je ne sais pas si c'est possible de baisser un peu le son. Pardon. Je vais juste mettre comme ça. Alors, donc simultanément, de petites zones de couleurs transparaissent dans cet ensemble végétal, des couleurs qui, elles, n'ont rien de réaliste a priori. Ici, c'est davantage la matière de l'image numérique qui s'affiche. La facture pixelisée de l'image est dévoilée et exploitée pour faire place à ces touches colorées. Pour ce faire, la méthode de création de Perconte s'apparente au data motion, bien que l'artiste évite cette affiliation. Jonathan Thonon explique que cette technique de multiples compressions-décompressions d'images numériques transforme les couleurs en une forme malléable et fluide, révélant ainsi leur double nature spatiale. Elles sont à la fois dans l'espace de l'image, comme matière colorante, dit-il, et l'espace de l'image lui-même, comme matière plastique. Ces touches de couleurs apparaissent et disparaissent, voyagent au sein de l'image. Une tension grandit entre ce qui est visible, ce qui tente de l'être, de se fixer dans une certaine lisibilité, et ce qui déconstruit ce visible tout juste acquis. Finalement, l'image rejoint le monochrome vert initial, toutefois dans des nuances un peu différentes. Pour résumer, la vidéo retranscrit les moindres détails que le plan pouvait offrir, et surtout en joue.
Le travail de Perpon se localise en effet dans l'infime détail au niveau du pixel. La vidéo offre ainsi une découverte lente et soigneuse de cet arbre perdu dans la végétation, mais également de la matière de l'image, du matériau, du support utilisé, qui surgit à travers les altérations, c'est-à-dire via les zones de couleur et aussi les mouvements que ces altérations induisent au sein de l'image. D'une abstraction pure, on rejoint une distinction transitoire, instable, qui peine à se fixer. Les altérations agissant sur la couleur et le mouvement créent également une impression de ralenti, de flottement, que l'on perçoit d'autant plus par le mouvement ralenti des feuilles. Alors, on va passer. Donc passons maintenant à l'écume du phare. Cette vidéo tournée en très haute définition cadre la mer en plan séquence fixe et moyen. Cette œuvre d'une durée indéfinie est générative, c'est-à-dire qu'elle se génère elle-même de façon indéterminée à partir d'algorithmes programmés qui lui sont appliqués. Elle relate le va-et-vient constant des vagues, le flux continu de la mer. Là aussi, les altérations apparaissent dès le début. D'après la description donnée par Perpon sur son site, la séquence a été enregistrée depuis un phare, ce qui explique la stabilité et la fixité de l'appareil de l'eau, qui contrebalance l'agitation continue de la mer. Là aussi, le mouvement et la couleur sont travaillés par le geste altérant de Perpon sur la matière de l'image. Les effets produits sont divers, des tourbillons colorés, des éclatements de pixels quand une vague se brise sur la surface de l'eau, et des parties plus géométriques, plus rectilignes, renvoyant à la condition mathématique de l'image numérique. Certaines parties d'image très définies s'entremêlent à d'autres plus floues, lissées, presque fondues, et plus proches d'un aplat pictural ou de la tache. Une diversité de matières et de textures se révèle, alors dans ou par l'image. Dans cette vidéo, la couleur y est explosive et devient un vecteur de transformation qui met en évidence les altérations, les métamorphoses et les évolutions connues par l'image. Leur présence provoque également un autre effet, celui de donner l'impression de faire ressortir les couleurs d'un intérieur de l'image, nécessairement fictif étant donné sa nature numérique. Les mouvements verticaux et horizontaux engendrés par les vagues et leur collision avec la surface de l'eau font émerger ces différentes couleurs et créent des strates fictives dans l'image. Mais ces strates ne sont pas le signe d'une profondeur dans l'image. Au contraire, celles-ci semblent toutes ramenées à la surface. C'est uniquement à la surface que se déploie le travail plastique et esthétique. L'opacité de l'élément marin, renforcée par les altérations opérées, détermine plutôt une épaisseur, une densité. On assiste à une évolution incessante et une instabilité constante de la mer et de l'image, l'une entraînant celle de l'autre. Prenant appui sur les dispositions plastiques et esthétiques naturelles de la mer, à savoir une agitation continue, une fluidité omniprésente et un flot incessant de vagues, le geste de Perpon insiste aussi sur l'instabilité et l'invariabilité de l'image numérique. Un jeu s'instaure entre le travail de déformation-formation de l'image et les vagues qui viennent à la fois déconstruire et construire ce travail, faire, défaire et refaire l'image sur le rythme instauré par la mer. Une tension en ressort, celle de l'image prise entre ces deux états, un réalisme d'une part et une abstraction de l'autre. Elle est en fait un savant mélange des deux, une cohabitation mouvementée de ces deux états, la laissant précisément dans cet interstice, dans un espace et un temps intermédiaires nécessairement furtifs et instables, que Perpon étire ici en une œuvre infinie. Alors, on va juste s'assurer qu'il n'y a pas de son. Commencer. Alors, donc, ce qui m'intéresse finalement dans ces deux vidéos, et plus largement dans le travail de Perpon pour réfléchir ici la notion d'inaperçu, c'est notamment que ces images potentielles sont pleines d'instabilité. Aussi, elles assument et se jouent de l'éphémère des éléments naturels à travers l'indétermination des images. Elles contrecarrent également la facture réaliste du photographique, qui est pourtant la base de travail de Perpon. L'artiste part en effet d'un matériau brut extrêmement réaliste, celui d'une captation d'un espace avec le moins de modifications possibles, et révèle dans un second temps le contenu matiériste, plastique, artistique, voire abstrait, dont regorgent les images enregistrées. Sa pratique dévoile donc un inaperçu, celui du potentiel de l'image numérique, mais également celui de la réalité enregistrée préalablement. On reviendra sur ce point plus tard. Donc, ce que souligne également le travail de l'artiste, c'est la dimension dominante, formatrice du support utilisé sur le résultat obtenu. Le support conditionne et façonne pour beaucoup la matière et l'esthétique des images finalement obtenues. Le matériau utilisé impose donc certains
paramètres dans la création, dans la production d'images. Cet aspect engage déjà une remise en question du postulat réaliste, authentique du photographique. La question d'inaperçu est en effet intimement liée aux notions de réalité, réel, réalisme, perception et vision. Notions avec lesquelles dialogue également le photographique, dont la facture initiale matérielle est faite de ressemblance, de vraisemblance, et brouille ainsi la frontière entre fiction et réalité. La captation et l'enregistrement photographique confèrent aux images qui sont produites des apparences réalistes. Ces images semblent proches de notre expérience vécue et en quelque sorte nous trompent. Mais s'il y a tromperie, cela découle avant tout de notre méconnaissance ou de notre méprise vis-à-vis de ce type d'image. Rappelons que le postulat réaliste du photographique est tenu par différents théoriciens, dont Roland Barthes, pour qui, nous rappelle Ami Barak, la photographie est une empreinte d'espace, le référent adhère, dit Barthes, et de temps, le ça a été, qui ouvrirait un accès direct, sans médiation ni détour, à ce à quoi nous sommes exposés visuellement. La photographie ne se distingue jamais de son référent, conclut Barthes. Cette conception est aussi le fruit d'une certaine pratique photographique plus proche du photojournalisme et qui se développe jusqu'à la fin du XXe siècle, précise Barak. Cette pratique, dont Henri Cartier-Bresson en est un exemple bien connu, conçoit la photographie selon une impartialité mécanique et fonctionnelle irréprochable, précise Barak. Affublée d'une objectivité et d'une transparence a priori naturelle, la photographie y trouve, selon l'auteur, une pérennité, une unicité et une originalité, basée sur une économie de la mémoire. Selon lui, cette conception réaliste du photographique bute sur l'apparence des choses, reste malvoyante à l'endroit de la réalité qu'elle recèle et découle d'une sorte de cécité que lui vaut ce trop fort attachement aux apparences. La cécité cesse lorsqu'il est assumé que l'image photographique, au-delà de sa facture réaliste, est avant tout un moment cadré et isolé, pour reprendre les mots de Barak. Elle ne peut ainsi être ramenée uniquement à son référent. Le référent constitue en fait l'un des moyens d'expression du photographique modifiable au même titre que ses formes ou ses protocoles esthétiques, précise-t-il. Loin de ce paradigme, les vidéos de Père-Comte pointent au contraire la nature complexe et ambivalente du photographique, en rendant visible le référent et ce qui le déconstruit sur un même plan de présence, d'existence et d'équivalence. Ce geste de tout ramener à la surface, évoqué précédemment pour l'étude du phare, témoigne d'ailleurs de cette recherche d'équité entre les différents éléments constitutifs de l'image. L'arrière-plan et le premier plan se rencontrent, tout comme le visible et l'invisible. Cette distance prise vis-à-vis du caractère réaliste, véridique, authentique de l'image photographique témoigne de la relativité qu'il faut conserver face à ces images. Cette distance permise par les altérations visuelles souligne aussi que l'image, en général, est davantage un double et une pure apparence, comme l'indiquent déjà Günther Gabauer et Christophe Wolff. Son mode d'existence étant à rapprocher à celui des faux doubles des leurs, ajoute Jean-Paul Curnier. On comprend alors que l'image se constitue bien au contraire dans un écart avec son référent, et plutôt que de répéter une expérience, elle suscite l'invention d'une expérience singulière, affirme Curnier. Françoise Dequière abonde dans ce sens en précisant que loin de donner une image juste de notre monde, la photographie assigne de nouvelles significations aux événements de la réalité. Les deux vidéos de Père-Comte matérialisent justement, via les altérations, la constitution de nouvelles significations, empreintes d'une réalité enregistrée dont l'artiste révèle tout le potentiel inaperçu au moment de la captation et dessine les possibles plastiques et esthétiques. Plus encore, Jean-Paul Curnier explique que l'esthétique photographique est en soi une esthétique du manque. Parce que toute image nous porte à l'abus de sens là où elle manifeste le vide, l'image est cet abus même, dit-il. Le cadrage, le point de vue, l'exposition lumineuse, la composition du plan, le travail sur les couleurs et toutes les caractéristiques de l'image, qu'elles soient fixes ou animées, redisent la sélection, l'échantillonnage et le façonnage effectués sur ou dans la réalité enregistrée, nécessaire pour sa production, mais qui de ce fait modifie et transforme son rapport à la réalité initiale visée par la caméra. Il y a donc manque dans le photographique vis-à-vis d'un réalisme attendu, vis-à-vis d'une reproduction de réalité. Néanmoins, Gabauer et Wolff confirment que les images réussissent à exprimer quelque chose que les objets ne possèdent pas. Je cite, « L'aspect figuratif des images fait apparaître quelque chose d'invisible, quelque chose à mi-chemin entre ce qui est et ce qui n'est pas, entre le vrai et le faux, entre le semblable et l'autre, un espace fictif. C'est cet espace fictif qui semble précisément bien saisi et compris par Père-Comte et qui l'investit avec son geste altérant.
La coexistence simultanée à l'écran du référent et de sa modification constitue un espace fictif dans lequel s'affirme l'ambivalence et la dualité de l'image photographique. Par les moyens du numérique, l'essence de ce type d'image s'affirme loin d'un réalisme évident, plutôt tourné vers un paradigme dépassant le visible donné directement à la perception. Ce que relatent les œuvres de Perpon, c'est plutôt le spectre sensible de la perception, comprenant à la fois ce qui est perçu et ce qui ne l'est pas directement. Le travail de révélation de l'image que conduit Perpon souligne l'invisible du visible, l'inaperçu intrinsèque au perçu. En ce sens, les effets altérants rappellent donc les limites de la perception humaine. Le commun attribuant au visible ce que ces limites de perception lui permettent, affirme Steven Bernas. Perception conditionnée aussi par un délit de fuite de la pensée face à l'inconnu, ajoute-t-il. Pour ces raisons, le visible perçu contient déjà une part d'invisible inaperçu directement, d'inconnu, de non-su, censuré par notre perception limitée qui empêche, selon Bernas, de recevoir le sensible, le senti et le sentant. L'inaperçu se localise alors à même la perception, à même l'instant de captation. Un inaperçu que la caméra, par son mécanisme et son automatisme, aurait toutefois la capacité de capter et de retranscrire. Perpon lui-même, dans son procédé créatif, compte dans un premier temps sur son appareil de prise de vue pour collecter un maximum de données visuelles, d'informations. Pour ce faire, il dispose régulièrement sa caméra à une distance plus ou moins grande de l'objet visé, parfois à plusieurs kilomètres, précise Vincent Sorel. Le téléobjectif et les longues focales lui permettent d'extraire des carottages, dit-il, qui vont capter selon lui de grosses quantités d'air entre lui et le sujet visé. À cette distance, il ne perçoit pas avec précision ce que la caméra enregistre, ce qu'elle lui offrira en image. Il s'en remet donc aux capacités techniques de son appareil pour capter, enregistrer et retranscrire le potentiel visuel, plastique, artistique du lieu. La caméra se fait ainsi le relais de la perception humaine. Relais qui, pour l'artiste, n'égalera toutefois jamais la richesse et la complexité perceptive de l'œil humain. Relais qui finalement capte peut-être tout autre chose que la perception et le regard de l'artiste. Pour manifester cet invisible de la chose vue, cet inaperçu présent dans notre perception et dans le photographique, les deux vidéos analysées ici passent par l'altération de l'image, de sa structure et de ses formes, par un degré d'abstraction à partir duquel la rencontre avec ce sensible deviendrait possible. L'éclatement de la figuration, la fracture de la représentation ouvre à l'exposition, à l'exploration d'un invisible accompagné de sa dimension de sa dimension invisible, à une visualisation différente du tissu enregistré, renvoyant à une part non contrôlée, non visible, mais perçue inconsciemment de la réalité, celle qui affleure nos sens sans que nous la saisissions tout à fait. L'usage de l'abstraction est un moyen efficace pour exprimer cet inaperçu. Jean-Jacques Weinberger confirme que l'abstraction renvoie à l'état du monde dont elle est la captation, la fixation et l'offrande à notre regard. Un état du monde se rapportant précisément à un invisible, dit-il, à un réel qui se refuse à notre vue et devient visualisable uniquement par l'intermédiaire d'un artifice scopique, ajoute-t-il. Bien que les œuvres de Perpon ne soient pas totalement abstraites, puisque des zones reconnaissables se partagent le territoire de l'image avec ce qui les déforme, l'altération constituerait tout de même cet artifice scopique, matérialisant une ouverture vers cette dimension plus inaccessible de la réalité. De plus, l'analyse des vidéos souligne que l'inaperçu inhérent au photographique se construit dans la tension visible entre l'apparition des éléments tels qu'ils sont filmés et leur modification, due à ce geste altérant, c'est-à-dire finalement dans la présence invariable de l'apparition et de la disparition, simultanément. L'altération accentue cette dynamique d'apparition-disparition, l'existence d'une apparition avec son double disparaissant, d'un perçu accompagné de son inaperçu, et propose ainsi de penser l'image photographique sous ce double mouvement. La composition et la spatialité de l'image s'élaborent notamment dans cette coprésence, dans cette coexistence, l'une avec l'autre, l'une permise par l'autre. Le geste altérant de Perpon insiste précisément sur le franchissement, le passage entre apparition et disparition, en le rendant visible et lisible. Ce que nous voyons, c'est cet écart latent dans et durant lequel les formes se font et se défont pour se refaire, écart dans lequel subsiste l'inaperçu. En guise d'ouverture, il est intéressant de rapprocher l'activité altérante développée par l'artiste de celle du regard, de sa formation. En effet, dans les deux cas, on retrouve cette volonté d'aller au-delà de la visibilité, de rejoindre l'inaperçu contenu dans la réalité perçue.
Anka Vassiliou explique que le regard combat avec lui-même, avec sa propre faculté de vision, pour, dit-elle, tordre le cou de la visibilité donnée aux yeux, cette visibilité apparente, envahissante et jugulante de ses capacités à lui. La formation du regard exprime ce désir de ne plus subir la visibilité et se distingue ainsi de la vision. Le regard cherche autre chose que le visible de la chose vue, ne se réduisant pas à l'exercice quotidien de la faculté visuelle, précise Vassiliou. Atteindre un inaperçu, provoquer et encourager un regard, c'est-à-dire, selon Vassiliou, une volonté d'identifier et de comprendre, c'est aussi ce que permet la pratique de Père Pont dans les 2 vidéos ici. La formation du regard, comme celle de l'altération, recherche aussi l'inaperçu intrinsèque à la réalité et à l'image photographique. Au combat que mène le regard face à sa faculté de vision, répond ici l'activité altérante sur l'image, tentant ainsi de contourner la censure de notre perception qu'évoquait précédemment Steven Bernas, en y intégrant l'inaperçu de la réalité vécue et captée. Investir l'invisible, l'inaperçu de la perception et du photographique est une disposition nécessaire pour mieux saisir la nature de ces images et aussi ce qu'elles nous apprennent sur notre réalité, le photographique restant en effet un type de connaissance en soi. Merci de votre écoute.